De telle sorte qu'il y a des gens de 95, même de 100 ans encore en Ontario qui conduisent leur véhicule. Wow! Impressionnant. Bonjour à tous et toutes. Merci de vous joindre à nous et bienvenue à l'Institut de recherche Life, un institut qui met l'accent sur le vieillissement en santé, sur une vie saine. Aujourd'hui, c'est un grand honneur pour moi d'être jointe de mon collègue, professeur Sylvain Gagnon, qui est professeur à l'École de psychologie, mais aussi le directeur en ce moment de notre école. Et il est aussi directeur du laboratoire de recherche sur le vieillissement cognitif et la conduite automobile. Sa recherche se concentre sur la compréhension du déclin cognitif qui vient avec le vieillissement, qui est tout à fait normal, mais aussi d'essayer de trouver des programmes d'intervention qui peuvent aider à préserver nos capacités de conduite. Il utilise des simulateurs pour aider les participants et les gens qui ont ce besoin et qui veulent s'améliorer dans leur conduite automobile. Alors aujourd'hui, on va discuter de tout ça ensemble. Merci d'être ici puis de prendre le temps là, de vous joindre à nous. Ça fait plaisir de ça. Pourquoi est-ce que les gens, quand on vieillit, on arrive éventuellement à un stade où finalement on n'est plus capable de conduire de façon sécuritaire? Il peut y avoir des limitations, je dirais, fonctionnelles importantes. Si quelqu'un n'est plus capable d'opérer son véhicule avec ses mains, c'est une limitation importante. Si on a beaucoup de limites, je dirais, au niveau des déplacements d'un individu, l'utilisation de ses jambes, c'est sûr que ça peut être une limitation additionnelle. Peut-être une limitation au niveau des sens aussi? Ça peut être une limitation. C'est sûr si quelqu'un souffre d'une limitation visuelle significative, c'est sûr que ça va avoir des impacts importants au niveau de la conduite automobile. Ce qui va vraiment amener un individu à ne plus être en mesure de conduire son véhicule de manière efficace, c'est l'ensemble des conditions pathologiques qui vont arriver avec l'âge. Et ça, c'est en travaillant avec des équipes multidisciplinaires, en travaillant avec des médecins, c'est ça qu'on commence à comprendre que, bon, évidemment, ce sont tous ces facteurs-là qui, rassemblés ensemble, vont vraiment avoir un impact là, pour un individu. De telle sorte qu'il y a des gens de 95, même de 100 ans encore en Ontario qui conduisent leur véhicule. Wow! Impressionnant. Ben oui, c'est impressionnant. Ben, c'est pas la majorité, mais ils existent, ils sont là, puis ils conduisent leur véhicule de manière efficace. Et puis, il y a des gens qui, malheureusement, à 72 ans, 73 ans, sont peut-être plus en mesure de conduire leur véhicule. C'est sûr que la zone critique est autour de 75 ans. Là, c'est autour de 75 ans, on observe là, une augmentation là, du risque d'accident chez les conducteurs âgés. C'est celui-là qu'il faut aller identifier. Il y a aussi une évolution dans les déclins cognitifs. Hein. Ça se peut qu'au départ, on soit encore capable de conduire un véhicule, mais à tous les 6 mois, tous les ans, ils vont les réévaluer pour s'assurer qu'ils sont toujours en mesure de le faire. Avec les simulateurs que vous avez dans votre laboratoire, votre recherche essaye de comprendre ça, la perte, le déclin cognitif, la perte des capacités de conduire. Comment pouvez-vous arriver à comprendre, premièrement, ces mécanismes qui entourent la perte de la capacité de la conduite, puis comment pouvez-vous développer des programmes ou des petites interventions comme ça qui pourraient ralentir les pertes de la capacité de conduire? La manière d'approcher cette difficulté-là, c'est d'avoir des interventions ciblées. La conduite automobile, c'est complexe, c'est de multiples habiletés, des temps de réponse appropriés, c'est de l'anticipation, des réactions qui sont conformes aux demandes. C'est aussi des bonnes stratégies et des bonnes habitudes au volant. Si on essaie de régler tout ça en même temps, on peut y arriver, mais je pense qu'il faut y aller de manière un peu compartimentée pour essayer vraiment de déterminer, premièrement, quelle est la difficulté chez une personne, et lorsqu'on aurait déterminé la difficulté, intervenir de manière adéquate. On a fait une étude où on s'est intéressé à utiliser le simulateur avec des gens qui souffraient de démence, mais qui avaient toujours leur permis de conduire. On a noté des différences importantes. Probablement associé à une difficulté à s'adapter au contexte de simulation. Mais en même temps, une difficulté d'adaptation, ça veut aussi dire peut-être que ça traduit ma capacité d'adaptation sur la route également. Mais un des suivis qu'on a fait, c'est qu'on a comparé. On a demandé à 2 experts d'évaluer ça puis de dire est-ce que vous êtes capable de discriminer ceux qui semblent souffrir d'un déclin cognitif versus un autre groupe de personnes qui étaient des personnes témoins, qui ne souffraient pas, qui ont complété les mêmes parcours. Et puis ils étaient capables de discriminer à 90% à peu près, qui étaient des conducteurs normaux et qui faisaient aussi des erreurs sur le simulateur, mais ceux qui faisaient des erreurs qui étaient tellement surprenantes, mais qui étaient davantage associés au groupe de ceux qui faisaient un déclin cognitif. Ça veut probablement dire que la simulation est capable de discriminer ces individus-là, ceux qui ont vraiment potentiellement des difficultés. Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'un autre collègue de l'Université Carleton a pris ces données-là et développé un algorithme pour voir s'il était en mesure de discriminer les conducteurs sécuritaires des non sécuritaires. Là, c'était pas basé sur regarder les vidéos, c'était basé uniquement sur les données de base. Et son niveau de prédiction arrivait au même que ceux des 2 professionnels. Donc, ça veut peut-être dire qu'ultimement, même
relativement rapidement dans un cabinet de médecin. On pourrait prendre des données sur simulation puis avoir un algorithme qui nous permette d'identifier des individus dont les comportements, je dirais, sont plus extrêmes en termes de conduite automobile. Donc ça aussi, c'est une avenue potentielle à l'utilisation de la simulation. Pour par la suite, voir est-ce que la simulation, entre autres, peut être une plateforme d'entraînement. À ce moment-là, ce qu'on peut faire, et ce qu'on a fait dans des études, c'est d'utiliser la simulation pour entraîner nos personnes âgées. En fait, pas pour les entraîner, mais pour rappeler certains éléments de base là, qui sont vraiment importants là, dans la conduite automobile. Merci beaucoup, professeur Gagnon, d'avoir pris le temps de venir partager votre expertise avec nous sur un sujet qui nous touche tellement. Comme vous le savez, le mandat de l'Institut de recherche Life, c'est vraiment de promouvoir une vie saine, un vieillissement actif, un vieillissement en santé, avec voix et choix. Puis on veut garder cette indépendance, cette autonomie. En quelque sorte, quand on perd nos capacités de conduite, on a l'impression de perdre cette indépendance-là. Alors, ça nous éclaire tellement d'avoir eu cette discussion avec vous. Merci d'avoir pris le temps de vous joindre à nous. Les chers membres, si vous avez aimé notre capsule, n'hésitez pas à nous suivre sur les canaux YouTube et sur les médias sociaux aussi pour que vous puissiez être avisés à chaque fois qu'on vient ajouter une nouvelle capsule. Merci beaucoup pour votre temps.